Et nous sommes de retour au Paris Zéro Carbone, cet événement organisé par la Tribune avec la ville de Paris et France Urbaine, donc sur la fabrique de la ville en transition. On va désormais se pencher sur le bureau et l'organisation du travail de demain, des postes clés pour la réduction de notre facture carbone. Vous dans la salle, derrière vos écrans, sur la tribune.fr, nous sur scène, nous avons tous revu notre organisation du travail. Beaucoup télétravail, certains se rendent dans des tiers-lieux, d'autres non. Tous ou presque allons au corps, au bureau. Fleur Cabelli, vous êtes Expert Space chez The Bozon Project. Vous allez un peu nous expliquer ce que veut dire Expert Space. Et vous êtes surtout l'autrice de l'étude « Le travail en chantier ». Quels sont justement les impacts immobiliers et territoriaux de ces mutations du travail post-Covid, comme on dit aujourd'hui, même si on est toujours un peu dedans? Le travail en chantier, c'est une étude qu'on a réalisée justement pour Clément notamment et pour la Banque des Territoires. Clément Alteresco, je suis contente de te retrouver ici. Pour faire cette étude, on a interrogé 25 directeurs immobiliers, dirigeants. On est allé leur poser la question tout simplement, après cette crise, comment vous imaginez votre immobilier demain? Et ce qu'ils nous ont répondu, c'est que, alors ils nous ont raconté l'histoire, il y a eu une phase au début de la crise sanitaire où tout le monde s'est dit le télétravail c'est merveilleux, c'est génial. On sortait de la grève des transports, donc il faut se remettre aussi dans l'époque. Oui. Tout le monde était ravi de découvrir le télétravail, de bénéficier du confort de chez soi, etc. Les entreprises se sont dit, mais quelle aubaine, je vais enfin pouvoir réduire mes surfaces de bureaux, faire quelques économies. Et puis très rapidement, on a quand même déchanté. Les collaborateurs ont voulu revenir au bureau, parce qu'en fait, ce qui nous manquait, c'était l'autre. Pas forcément le confort que vous évoquez. Il n'y avait pas forcément le confort. Déjà, on s'en est très rapidement rendu compte. Au bout de quelques semaines, quand on commençait à avoir mal au dos, etc., on s'en est lassé. L'autre nous a manqué. On s'est rendu compte que sur certaines choses, on était moins efficace, que tout simplement, il nous manquait ce lien social, que pour intégrer les nouveaux talents, on avait du mal. Donc pour toutes ces raisons, on s'est rendu compte que le bureau reste quand même essentiel. L'immense majorité des entreprises qu'on a interrogées nous ont dit « on n'imagine pas notre futur sans bureau ». En revanche, l'autre conclusion, c'est que le télétravail est quand même devenu un acquis social. On ne pourra pas revenir dessus pour la plupart des organisations. Pourquoi pour la plupart? Je pinaille. Pour la plupart. En fait, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver. La question que beaucoup d'entreprises se sont déjà posées, ont déjà résolue, mais il y en a qui ne l'ont pas encore résolue, c'est combien de jours de télétravail on permet. Et il y a un curseur à placer. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse, que chaque entreprise va devoir poser ses choix, des choix qui vont être structurants, des choix qui vont être stratégiques. Mais ce qu'on voit se dessiner, c'est quand même que ce télétravail, il va arriver et qu'aujourd'hui, on ne sait pas où le faire. Parce que pendant la crise, on était tous confinés chez soi. On était dans ce qu'on appelle en home office. On n'a pas encore d'équivalent en français pour le dire. Télétravail. Télétravail à domicile, parce que le télétravail, ça peut être ailleurs. Donc là, justement, tout le monde était à domicile et ça a posé problème parce que c'est extrêmement inégalitaire. Tout le monde n'était pas logé à la même enseigne. L'entreprise est censée être un lieu d'égalité et là, tout le monde s'est retrouvé dans des situations complètement différentes, ce qui faisait qu'on ne pouvait plus travailler tous dans les mêmes conditions. Donc il faut aujourd'hui trouver les moyens d'offrir les mêmes conditions de travail à tous, malgré le télétravail, ou avec cette nouvelle donnée du télétravail. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle une archipélisation des lieux du travail. La question, c'est quels seront ces lieux? Est-ce que ce seront des coworking externes? Est-ce que ce seront tous les magasins, les agences des entreprises qui vont pouvoir être reconvertis en corpoworking? Que de mots anglais pour décrire tous ces phénomènes. Donc bon, les deux acquis, c'est le bureau est essentiel et le télétravail est un acquis, donc on tend vers une archipélisation des lieux du travail. N'en dites pas trop, il y a encore un voire deux, voire plusieurs tours de table. Clément Alteresco, vous êtes le président de Morning, filiale coworking de Nexity, premier promoteur immobilier. Vous n'êtes pas trop déçu des résultats de cette étude? Tous les entreprises disent on va aller au bureau. Est-ce que vous espérez quand même qu'ils vont aller dans vos coworking? Alors ce que tu ignores, c'est qu'on a fait cette étude justement parce qu'on veut lancer une nouvelle activité qui s'appelle le coworking de proximité, qu'on vient de lancer il y a quelques mois, qu'on est en train de développer. On est sur le point d'annoncer le premier espace. Et donc ce principe de coworking de proximité, c'est d'ouvrir des petits espaces près des travailleurs, donc dans plutôt des zones périurbaines, qui feront entre 150 et 300 mètres carrés et qui seront, on va dire, le deuxième bureau, l'endroit où on sera content d'aller descendre, travailler, plutôt que de rester chez soi, dans sa cuisine ou dans son salon ou dans sa chambre où on n'est pas bien installé. Et surtout, j'insiste, nous, ce qu'on s'est rendu compte, même au début du coworking, ce qui était important pour les gens, c'est ce lien social. On est des animaux sociaux, quand on va au bureau, on adore prendre des cafés, on adore échanger, on se fait des potes.
Quand on reste chez soi 2 à 3 jours par semaine, c'est la mort sociale quand même. Donc ces endroits de proximité, il faut qu'ils recréent ce lien. Et donc ça nous comment on brise évident. la glace quand on ne connaît pas, déjà qu'on ne parle pas à son voisin Alors faut faire un sourire, dire bonjour. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on voit quelqu'un dans la semaine, plus on commence à envie de dire bonjour, ce qui commence à devenir familier. Donc en fait, il faut dans l'espace aussi créer ces endroits où les gens se croisent. C'est la machine à café, bêtement, le petit coin cuisine. Et après, le reste n'est qu'une alchimie du Donc moment. recréer la machine à café du bureau, les small talks, les petites conversations, salut, ça va, t'as regardé quoi hier sur Netflix? Créer un environnement qui soit propice à ça et du confort. Voilà. Et donc ça sera aussi quelque chose qu'on est en train de développer. Mais pour insister sur les propos de Fleur, on est en train de tous se réorganiser. À chaque fois qu'on interroge une boîte, elle dit des choses qui sont différentes, même d'il y a 2-3 mois. Et donc, dans 2-3 mois, elle dira peut-être des choses différentes. Les syndicats ne sont pas encore vraiment invités dans cette danse, dans cette réflexion. On les entend assez peu. Donc, pour l'instant, c'est plutôt un discours salariat, patronat, combien de jours on a, comment est-ce qu'on peut les mettre les lundis et le vendredi, pas le mercredi, les enfants. Et donc, c'est très comme ça. Et donc, ça va doucement, je pense, aller vers une réflexion qui sera plus globale, d'organisation des équipes, du travail, et qui sera propre à l'équation de chaque entreprise. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Bien sûr. Yolène, justement, vous êtes déléguée générale de France Tiers-Lieux. Le rapport de Patrick Levivette a été remis au lendemain des régionales fin juin, début juillet. Est-ce que vous retrouvez un peu dans ce qui a été dit précédemment ? Oui, complètement. D'ailleurs, on travaille avec Clément sur ces questions-là. Donc moi, effectivement, de mon point de vue, tiers-lieux sont pour la plupart des espaces de travail partagés, mais pas seulement en fait. Ce qui fait la spécificité de ces lieux, c'est justement d'hybrider des activités. Donc pour la majorité, on a fait un grand recensement effectivement qui nous permet de dire qu'on a à peu près 2500 tiers-lieux en France, donc autant potentiellement d'espaces de travail partagés partout dans les territoires. Et 75% effectivement de ces lieux font du coworking, ont des espaces de coworking, mais ont cette valeur ajoutée d'avoir plein d'autres activités, ce qui a permis notamment pendant la crise, ou en tout cas post-crise, de reprendre conscience aussi que ces lieux-là étaient une réponse à du télétravail non subi, mais en tout cas dans un espace qui permet de maintenir le lien social, d'être dans des conditions qui permettent d'avoir effectivement des bonnes conditions de travail en termes de matériel, en termes d'accessibilité au numérique. Voilà. Donc en fait, c'est pas tant des lieux qui vont remplacer le bureau, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'un tiers-lieu n'est pas un bureau, mais qui replace en fait le bureau dans un espace nouveau. Quand ils viennent de différentes entreprises, c'est aussi la promesse du tiers-lieu, c'est que les gens de différentes entreprises se parlent et créent des... Oui, complètement. C'est justement de faire ce lien, de créer en fait une forme de communauté entre les différents résidents du lieu, de faire en sorte qu'il y ait des projets collectifs qui se déploient entre les différents acteurs qui viennent travailler. Et donc de créer des projets complémentaires et de participer au développement économique aussi de certains acteurs. Il y a beaucoup de travailleurs indépendants qui sont dans des tiers-lieux et qui justement profitent de cet écosystème vertueux pour développer aussi leur propre activité. Romain Rivaton, merci Hélène. Romain Rivaton, vous êtes essayiste, économiste, on pourrait même financier de l'immobilier de demain. Vous ne faites pas le compenser, vous financez. Comment vous appréhendez tous ces enjeux justement ? Ce que je pense, c'est qu'on a vu tout d'abord un mouvement très fort de hype qui disait qu'on allait pouvoir se passer du bureau, y compris parmi nos sociétés qui sont sans doute les plus technologiquement avancées, qui sont des startups dont une bonne partie de l'activité peut être réalisée à distance, notamment dans les équipes techniques, qui ont eu ce discours, qui ont eu cette tentation de se dire qu'elles allaient pouvoir se débarrasser de leur bureau. Le retour à la réalité a été rapide et aujourd'hui on n'a aucune entreprise du portefeuille qui serait vraiment sur un mode totalement à distanciel. Certaines ont réduit leur surface de bureau assez logiquement, mais relativement modestement. Et donc ça, c'est sur les entreprises les plus agiles de la strate, celles qui croissent le plus vite, celles qui ont les salariés avec le moins d'organisation sociale, qui ont le moins de legacy, qui ont fait au final un changement relativement mineur. Quand on regarde du côté du reste des entreprises, celles qui sont
plus anciennes, qui ont des structures plus lourdes à faire bouger, qui ont des organisations représentatives du personnel qui doivent être très logiquement consultées dans ces mouvements-là, qui ont des charges de loyer et des engagements de baux parfois de très longue durée. Et bien, quand on regarde la réalité des transitions, elles sont relativement mineures. Donc on voit bien qu'il reste un attrait très important pour le lieu de travail. Ce lieu de travail, il évolue, il n'embrasse pas seulement le bureau, qui était l'endroit où on produit, il embrasse tout Pour un le dire ensemble. autrement, est-ce que c'est la qualité maintenant qui prédomine sur les quantités de mètres carrés? Oui, mais ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un environnement de travail qui soit plus agréable. Et cet environnement de travail qu'on avait beaucoup vu dans les entreprises, encore une fois, de la technologie les plus avancées, les fameux GAFA, avec, je schématise, mais le baby-foot, l'espace, le canapé et le restaurant d'entreprise, on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient une demande naturelle et très légitime de beaucoup d'entreprises, et pas seulement que dans le cœur des métropoles, dans beaucoup de villes secondaires également. Et donc, on sait qu'il y a un effort très important de réhabilitation, de reconstruction et de complément de services sur le parc de bureaux tel qu'il est aujourd'hui en France. Justement, on va se demander, pour commencer avec Fleur Cabelli du Buzz Out Project, est-ce que c'est vraiment écologique cette archipélisation des lieux de travail? On a l'impression qu'on va plus se déplacer. Alors, est-ce que c'est Un coup au vraiment tiers-lieu, un écologique? coup au bureau, Ouais. les factures d'énergie chez soi. On tend vers là. Est-ce que c'est vraiment écologique? Je me suis posé la question en préparant un peu cette table ronde de qu'est-ce que c'est la définition finalement de l'écologie. Et j'étais un peu étonnée, je ne la connaissais pas. C'est une doctrine qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Donc sur la protection, je pense que Clément et les personnes ici auront beaucoup plus de choses à dire que moi. En effet, il y a cet enjeu de on est moins souvent chez soi, on prend moins souvent les transports, mais on utilise plus les outils digitaux qui émettent beaucoup de carbone. On chauffe son domicile alors qu'on ne l'aurait pas fait. Enfin, bon, il y a un grand débat. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse et qu'il va falloir observer. En revanche, sur cette question d'équilibre entre l'homme et son environnement, c'est la question qui se pose aussi avec le télétravail, parce que le télétravail présente des risques pour cet équilibre, notamment cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, par exemple. Ouais. Quand on travaille chez soi, c'est beaucoup plus difficile parfois de couper, mais d'où l'intérêt d'aller travailler près de chez soi dans un tiers-lieu ou un coworking. Et au contraire, parfois, ce gain des temps de transport permet de rééquilibrer les choses. Donc c'est cet équilibre que cherche notamment la génération Y, cette génération de la quête de sens, de l'équilibre vie pro, vie perso, qui a été encore plus accentué par la crise. Parce qu'au sortir de la crise, on a fait une étude, 80% des travailleurs se disent plus centrés sur leurs besoins individuels qu'avant. Et ces besoins individuels, c'est notamment cet équilibre. Donc si on pense vraiment à l'échelle des gens, on va devoir se poser ces questions. Est-ce que c'est plus écologique ou pas? Il va aussi falloir apporter des réponses aux collaborateurs parce que c'est un engagement qui est fort, notamment pour la génération Z, qui sont prêts à faire des sacrifices dans leur vie personnelle et professionnelle pour avoir des comportements écologiques. Et au bout d'un moment, il va falloir leur apporter la réponse. Qu'est-ce qui est le plus écologique? Est-ce que c'est d'aller au bureau ou de rester chez soi? Clément Alteresco, je ne sais pas si vous êtes la génération X, Y, Z ou la génération C comme climat. Mais... Ouais, comme Clément. Oui, aussi. Il y a quand même deux effets très naturels du télétravail qui sont indéniables, qui sont, on prend quand même moins sa voiture ou des transports, et donc là quand même il y a une baisse. Je pense qu'il faudrait faire des calculs entre, quand on travaille au bureau, on utilise l'électricité autant que quand on est à la maison, donc je pense qu'à coût pareil, électrique, on se déplace moins, donc il y a quand même mathématiquement un gain. Après, il faudrait que les économistes le prouvent. Pour moi, il y a un deuxième facteur qui est pour le coup très important, et c'est ce que nous on représente côté coworking, c'est qu'on vient utiliser les mètres carrés beaucoup mieux, on les exploite beaucoup mieux. Chez moi par exemple, on place une personne tous les 8-9 mètres carrés. Dans un bureau traditionnel, on est plutôt au-dessus de 12, voire 15, donc quasiment le double. Donc quand on construit un immeuble de 20 000 mètres carrés, nous on en met 2005. Un bureau traditionnel en 1005. Donc on vient aussi utiliser l'outil carbone, ce qu'on emprisonne dans les murs, la production, beaucoup mieux que, on va dire, le bureau traditionnel. Et ça tombe bien, notre économie de coworking, elle est en croissance. Donc cette optimisation des mètres carrés et de l'usage, pour moi, là, elle est clé, et là, il y a des vrais gains. J'ai rêvé un jour qu'on pourrait dormir dans les bureaux pour pouvoir faire tourner les bâtiments 24/7.
j'en suis revenu et c'est une belle utopie. On n'arrivera a priori pas encore à trouver des business qui utilisent la nuit, les bureaux et le week-end. Avec la Covid, il faudrait désinfecter, nettoyer les bureaux. En plus, non mais c'est pas facile. Essayez de vous creuser la tête pour essayer d'organiser des trucs le soir et le week-end dans les bureaux. Ça pourrait être intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de business qui résisterait à la problématique logistique. J'ai beaucoup réfléchi. Mais donc en tout cas, quand vous parlez par exemple, on parle à quelques grandes boîtes. Donc je prends un exemple. Il y a une boîte qui fait 8000 personnes en France. Elle m'a dit, nous on va réduire de 40% nos mètres carrés. On va optimiser les espaces pour qu'il y ait beaucoup plus d'espaces de réunion, etc., etc. Et on va faire en sorte d'augmenter vraiment le taux d'utilisation de ces bureaux. Donc ça, c'est réel. Et si on tire le trait à 20 ans, du coup, les immeubles vont se construire, on va dire, de façon beaucoup plus intelligente et vont être plus optimum, plus efficaces en mètres carrés. Donc le mètre carré, c'est important quand même quand on parle de carbone. Yolène Y, génération Y, votre regard. Elle est facile. Oui. Non, moi je pourrais paraphraser en fait ce qui vient de se dire. C'est-à-dire que déjà les tiers-lieux, ça naît d'un besoin de développement de services en proximité. Donc de facto, c'est des lieux qui répondent à cette envie de réduire les mobilités et donc d'avoir un espace à proximité de chez soi. Donc de facto, effectivement, on est sur quand même une réduction des déplacements. Alors après, pareil, on n'a pas fait les calculs à savoir effectivement quels impacts ça permettait d'avoir sur le bilan carbone de chacun entre son travail réel et aller en coworking. Après, évidemment, on en a parlé tout à l'heure sur j'aime bien cette définition de l'écologie parce qu'effectivement, au-delà de cet impact-là qui est mécanique, il y a effectivement plein d'autres facteurs positifs de ces espaces sur effectivement la qualité de vie au travail, le cadre que ça permet, le lien social, l'optimisation des mètres carrés. Je pourrais aussi en parler puisque les tiers-lieux sont par définition des lieux qui jouent sur la frugalité. Donc comment on multiplie les activités au sein d'un même espace, comment on optimise cet espace au maximum pour déployer justement ces services en proximité. Et puis au-delà de ça, c'est des lieux qui en plus ont des impacts sociaux et environnementaux. Au-delà des déplacements, c'est des lieux engagés dans la transition écologique pour beaucoup. Donc quand je disais tout à l'heure des lieux hybrides, au-delà d'y venir pour y travailler, c'est aussi y venir pour avoir un impact sur son territoire, pour contribuer à d'autres actions qui vont être positives, soit d'un point de vue social, soit d'un point de vue environnemental. Je ne vais pas vous faire le catalogue des activités, mais il y a beaucoup de lieux engagés dans de la sensibilisation à l'écologie, dans de la réhabilitation du bâti de façon écologique. C'est pas dans les espaces de coworking qu'on trouve les grands atriums de 200 mètres carrés qui servent à rien, tu vois, par exemple. Ça, c'est assez rare. On n'aime pas trop... Exactement. Il y a une logique d'optimisation de l'espace et d'activité frugale dans les tiers-lieux. Robin Rivaton, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour répondre à la question, il y a déjà eu des études qui ont essayé de mesurer l'impact du télétravail. En fait, l'impact est moindre que ce à quoi on pense, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de déplacements au sein d'une même journée qui ne sont pas liés au travail, notamment ne serait-ce que le dépôt des enfants à l'école et qui, en fait, ce qui consomme beaucoup de carbone, c'est quand on démarre une voiture, après la faire rouler, ça consomme moins que l'action du démarrage. Et puis il y a des effets induits, notamment le chauffage des bâtiments résidentiels en journée et ainsi de suite. Donc ça crée évidemment un effet carbone. Après, évidemment, on a listé tous les éléments qui font que c'est une activité sociale nécessaire de pouvoir se réunir et de pouvoir travailler de manière collaborative, et que si on n'est pas capable de ne serait-ce que produire suffisamment de richesse pour pouvoir assurer la transition énergétique qui va avec, on va être très très embêté. Donc toute activité de bureau génère un peu plus de carbone que rester chez soi, mais c'est plutôt pour une bonne chose. Et après, derrière, on a cette réflexion à mener sur comment on rend nos bâtiments plus économes. On a des réglementations extrêmement strictes qui arrivent et qui vont aussi, notamment je pense au décret tertiaire là-dedans, qui vont aussi... Le décret tertiaire qui impose l'échéance régulière de faire des économies d'énergie sur son parc, sur les surfaces supérieures à 1000 m². Sur son parc de bâtiments, dans les surfaces excèdent effectivement 1000 m², et qui va pousser aussi les grands occupants et possiblement les grands bailleurs à adopter des stratégies qui vont être de nature à mixer un travail hybride entre le télétravail et la présence sur site. Pardon, perturbé par une vision intempestive. Florent Cavalli, ne bondissez pas tout de suite, Robin. Je sais que vous êtes plutôt réservé sur l'exode urbain plus ou moins prononcé, mais est-ce qu'on n'assiste pas quand même, Fleur, à une forme de rééquilibrage territorial ? Question compliquée.
Question compliquée. C'est un peu dans le titre de votre rapport. Hein, Oui. Les impacts justement, immobiliers on a essayé territoriaux. d'y répondre dans le rapport. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des conditions pour le télétravail. Les gens veulent télétravailler, mais à condition, s'ils ont accès notamment à un tiers-lieu, que ce soit à côté de chez eux, qu'ils puissent justement déposer les enfants à l'école, qu'ils puissent aller faire une course, passer chez le médecin sur la pause déjeuner, etc. Donc il faut développer le bilan carbone en bagnole, en fait. Hein, donc il faut développer les tiers-lieux et les coworking au plus proche des bassins de vie. Donc dans ce sens-là, oui, il y a un petit rééquilibrage parce qu'on ramène des travailleurs dans les bassins de vie, ces endroits où on ne faisait finalement que dormir et consommer le week-end. On va venir maintenant y travailler grâce au développement de ces tiers-lieux. Donc ça va favoriser la mixité dans les bassins de vie. Il y a quelque chose dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, mais qui est pour moi un peu un effet mirage, c'est tous ces cadres qui seraient partis dans leur résidence secondaire et à la campagne pour télétravailler. 10% des Franciliens, quand même. Ça demande quand même beaucoup de revenus d'avoir 2 résidences, parce qu'il faut, si on revient au bureau 2 jours par semaine, ça demande d'avoir aussi un lieu pour se loger à Paris ou dans la grande ville quand on revient travailler, et d'avoir en plus une résidence ailleurs. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Bien sûr, l'effet double résidence secondaire, oui, c'est un marché de niche. C'est un peu un marché de niche, donc cet effet-là, on en a beaucoup parlé, mais ça reste quand même restreint. Et la dernière chose, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont précipités sur le télétravail pour annoncer la fin des métropoles. Mais comme on l'avait fait quand le train est arrivé en France, on a dit ça ne sert plus à rien d'être en ville. Quand Internet est arrivé en France, on a dit ça ne sert plus à rien d'être en ville. Avec le télétravail, visiblement, ça ne sert plus à rien d'être en ville. En fait, si on réfléchit un petit peu, moi, de ce que je comprends, si on veut pouvoir avoir des gens qui télétravaillent, il faut que les lieux soient d'autant plus accessibles parce qu'ils viennent de plus loin. Et donc, il va falloir au contraire recentrer les bureaux sur des hubs de transport qui permettront aux gens, justement, qui sont un petit peu éloignés, de venir au bureau plus facilement. Donc, ces rééquilibrages, ils vont avoir lieu, en effet, comme ça, entre les métropoles et les lieux qui sont les nœuds des transports. Et puis, en effet, les gens qui peuvent s'éloigner un petit peu parce qu'ils acceptent de faire un peu plus de trajet s'ils ne viennent pas tous les jours. Clément Alteresco, comment vous saisissez ces enjeux, vous qui êtes quand même au centre de Paris, pas ici, mais pas loin, l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, par exemple. On essaie d'être au centre, effectivement, on s'est rendu compte post-Covid, effectivement, ce que dit Fleur est très juste, que les boîtes veulent des endroits pas forcément de la même taille, ils veulent plutôt des espaces un peu plus petits. Typiquement, une boîte qui a 30 personnes dans ses effectifs va nous demander un bureau pour 20 personnes avec 30 badges, et puis ils vont tourner sur les espaces. Et puis entre les gens qui sont en télétravail, enfin voilà, il y a les vacances, etc., ça suffit. Et puis on a des espaces de débord, s'ils sont 22, 24, un jour, le mardi par exemple, il y a du monde, pas le vendredi, il n'y a personne. C'est quand même génial ce qu'on est en train de vivre dans nos différentes boîtes, cet exode du vendredi. La semaine de 4 jours qui est en train de se démocratiser. Vous y croyez, la semaine de 32 heures? Elle revient dans le débat politique. Non, les gens bossent beaucoup plus les 4 jours d'avant. Et éventuellement le samedi et le dimanche pour rattraper, mais là comme ça, ils peuvent partir le vendredi. Mais ça, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une reprise en main des salariés sur leur organisation. Et je trouve que cette inversion du pouvoir de l'organisation et de comment on s'organise, c'est grâce au Covid. Et finalement, les salariés, maintenant, on décide plus de quand ils bossent, en tout cas un peu plus que l'organisation. Et donc, juste pour revenir, la centralité est devenue effectivement, pour nous, au Morning, très important. On regarde en ce moment quasiment que des bâtiments bien placés, bien foutus, avec, si possible, de l'extérieur, parce que en fait, les gens ont besoin de ne pas se déplacer beaucoup et puis de sentir qu'ils peuvent aller dehors. Donc oui, ça devient clé. Je pense que si on parle un peu de marché du bureau, on va assister à des prix qui sont stables à Paris, voire peut-être à des endroits clés qui vont monter, type des Saint-Lazare, des endroits comme ça qui sont des vrais hubs. Et en revanche, en première, deuxième couronne, ça va être beaucoup plus difficile pour des ensembles immobiliers assez gros de 10, 15, 20 000 m², ces gros blocs. On appelle les campus. Voilà, ouais, ou même des immeubles de 10 000 m², un peu au bout de Levallois ou de Boulogne, ou dans des coins comme ça qui fonctionnaient pas mal, métro, ça va être plus difficile. Voilà. Ça va baisser forcément pour être attractif. Donc on va avoir quand même, je pense, c'est un cycle qui va être intéressant à regarder. Yolène, par définition, les tiers-lieux sont partout en France. Est-ce que vous avez senti un renforcement justement de cette déparisianisation
des lieux de travail. Je ne sais pas si on peut dire déparisilisation. En tout cas, on a vu Je viens de l'inventer. effectivement dans l'émergence des tiers-lieux un phénomène qui se développe en dehors des métropoles. On a comparé en fait la première étude de 2018, qui avait un prisme d'ailleurs coworking, puisque la première étude était issue de la mission coworking qui faisait état de 1800 tiers-lieux en France, avec une majorité dans les grands centres urbains. L'étude qu'on vient de faire, qu'on a réalisée en 2019, montre qu'on a basculé. On est à plus de 50%, on est à 55% aujourd'hui de tiers-lieux en dehors des métropoles. Voilà. Alors après, est-ce que c'est vraiment aussi grâce à France Tiers-Lieux. Les gens qui fuient les métropoles? Je ne pense pas. Mais disons qu'il y a un engouement pour ces... C'est quoi la recette alors d'un tiers-lieu qui s'implante en dehors des métropoles? Parce que un tiers-lieu, ça répond à l'origine à un besoin dans un territoire. Donc ça naît, donc il n'y a pas de recette miracle en fait, puisque tous les tiers-lieux vont être différents par nature, puisqu'ils vont émerger d'une initiative citoyenne qui va se dire, moi sur mon territoire, j'ai besoin d'un espace partagé, j'ai besoin de recréer une épicerie solidaire parce que sinon je suis obligée de faire 30 km pour aller acheter mon pain. Enfin, j'exagère, 30 km, mais bon. Enfin, voilà, l'idée, c'est que ça naît d'un besoin d'habitants, de collectifs citoyens dans un territoire qui s'organisent pour proposer ces services à une communauté. Voilà. Et puis, c'est un projet collectif. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la logique est de développer des projets collectifs au sein de ces lieux. Et la libre contribution de chacun, donc même quand on est télétravailleur et qu'on va dans un espace, dans un tiers-lieu, on est censé pouvoir contribuer librement en fait, à l'activité du lieu, y proposer aussi des choses, puisque c'est de la co-construction finalement de tous les acteurs qui y résident. C'est un peu conceptuel dit comme ça. Mais, voilà, donc il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est compliqué d'ailleurs quand on pose la question de la définition du tiers-lieu, parce que c'est avant tout un projet collectif de territoire, si on doit le résumer. Robin Ribaton, vous qui êtes le premier à dire arrêtons de parler d'exode urbain. Non, mais c'est vrai que assez tôt, lors de la crise sanitaire, j'avais écrit plusieurs papiers pour dire que les articles qu'on voyait se multiplier sur la notion de fin des villes me paraissaient relativement infondés et surtout méconnaître les tendances lourdes qui poussent la métropolisation depuis quelques années, notamment la tendance démographique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un décalage démographique entre les territoires métropolitains et des territoires plus excentrés. Et donc, il y a un effet ciseau qui font que la population en âge d'avoir des enfants est concentrée dans les métropoles. Et donc, forcément, la population y augmente, alors que dans les territoires où les gens ne sont plus en âge d'avoir des enfants, évidemment, la population tend à décroître. Et ce phénomène-là est très, très puissant. Et pour le compenser, il faudrait imaginer des migrations à l'intérieur du pays d'une ampleur tout autre que celles qui sont actuellement les nôtres, juste pour objectiver un peu ça. Mais pas noyer sous les chiffres, mais l'Île-de-France, c'est 85 000 naissances en plus des décès chaque année. Il y a 23 000 ménages qui quittent l'Île-de-France chaque année pour le reste du territoire. Ça, c'était avant la crise. Et en fait, ce qu'on a pu objectiver, on n'a pas encore totalement tous les chiffres, mais que les départs depuis la crise ont très très peu augmenté, juste un chiffre parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, mais le nombre de départs de franciliens vers la Bretagne qui ont fait des pages entières dans les journaux régionaux ou au JT, c'est 2000 ménages en plus qui quittent l'Île-de-France chaque année aujourd'hui par rapport à avant la crise. Donc c'est l'épaisseur du trait, ça ne concerne quasiment personne. Donc ça peut avoir des effets importants sur les bassins d'accueil, tout simplement parce que c'est des bassins d'accueil qui peuvent être petits. Donc effectivement, vous ramenez 100, 200, 300 ménages avec un fort pouvoir d'achat immobilier, des fortes capacités de revenus. Ça peut créer des effets distorsifs sur ces marchés d'accueil, mais sur le marché déversant, le marché en amont, ça a très très peu d'impact. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a largement exagéré, amplifié ce phénomène, en ayant d'ailleurs, de mon point de vue, la tentation de croire que les 30 ou 40 années d'aménagement du territoire qu'on n'a pas poussé allaient se résoudre d'un coup de baguette magique tout seul parce que les gens allaient faire une telle migration. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a vu
une augmentation de la part des achats des résidences secondaires, pas gigantesque, mais on l'a vu dans le total des transactions immobilières, avec des gens qui ont choisi effectivement de pouvoir mener une double localisation, un certain nombre de jours de la semaine dans les plus grands centres métropolitains où ils travaillent seuls, et puis rejoindre leur famille qui peut être installée dans des villes secondaires. Ça n'existait pas déjà un peu avant? Ça existait avant. Là aussi, les chiffres étaient relativement modestes. Il faut savoir que là aussi, avant la crise sanitaire, le nombre d'abonnements TGV fréquences, qui sont des abonnements TGV journaliers, était de l'ordre de 6 000 pour la région Île-de-France. Donc entre les villes TGV qui vont de Vendôme, Le Mans, Tours, Angers, Reims, Lille, Orléans aussi. Vous pouvez pousser jusqu'à Bordeaux. N'exagérons pas. Et donc c'était relativement modeste. Et donc aujourd'hui, on n'a pas du tout un mouvement qui est de nature à contrebalancer la force de la métropolisation qui est liée à des circonstances démographiques. Et donc ce serait une erreur de vouloir voir dans ces cas relativement atypiques et effectivement de personnes relativement favorisées du point de vue de la distribution des revenus, quelque chose de généralisable à l'ensemble de la population. Fleur, justement, une remarque sur ce que vient d'être dit? Une remarque complètement, en effet, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt des cadres qui sont partis faire l'exode en Bretagne ou sur la côte, pour ne citer que ces régions-là qui ont beaucoup plu. Et en fait, ça pose un problème aujourd'hui aux entreprises. C'est un sujet qui est encore assez tabou. On n'ose pas encore mettre les mots dessus. De faire revenir ces populations-là. Parce qu'en fait, ces populations-là, celles qui sont parties, c'est ceux qui avaient la capacité de faire ce bras de fer avec les entreprises et de dire « tu me laisses partir et c'est comme ça, je ne te laisse pas le choix ». Donc c'est ceux qui étaient les talents, les cadres, les gens entre guillemets désirables dont on ne peut pas se passer. C'est souvent des hauts cadres d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui ont des enfants, qui ont toute leur vie eu une intensité dans leur travail telle qu'ils avaient du mal à trouver cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, qui ont découvert cet équilibre pendant la crise parce que ce qu'ils ont lâché, c'est pas tellement la dose de travail, de production, c'est la charge mentale, émotionnelle de gestion de son équipe, de voir les gens au quotidien, de devoir prendre soin d'eux. Là, quand on est à distance, tout à coup, toute cette charge mentale, elle retombe. On se détache émotionnellement de son entreprise et ça devient beaucoup plus supportable, beaucoup plus facile. Toutes ces populations-là, elles ont découvert ce nouveau confort. Aujourd'hui, elles ont beaucoup de mal à revenir dans les entreprises, à reprendre cette charge sur les épaules. Et on se retrouve dans beaucoup d'entreprises avec un maillon manquant dans la chaîne managériale. Ces hauts cadres qui ne sont plus là, qui ne viennent plus. Et ça pose évidemment beaucoup de problèmes pour la gestion de tous les autres maillons. Et ce sera le mot de la fin. Merci Fleur, merci Yolène, merci Clément comme climat. Et merci Robin.